Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je vous le rappelle, nos podcasts sont gratuits afin de préserver cette gratuité. N'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En fonction de la valeur de ce don, nous vous abonnerons à Histoire et Civilisation pour une période de 3 mois, de 6 mois ou bien d'1 an. Merci d'avance. Du nom de Nicolas Machiavel, nous retenons généralement son œuvre majeure, Le Prince. Cette œuvre, dédiée à Julien ou à Laurent de Médicis, rédigée entre l'été 1513 et le printemps 1514, ne cesse d'être au centre de bien des débats. Mais comme toute œuvre qui se détache d'une vie, on en oublierait presque que Machiavel fut certes écrivain et penseur, mais aussi ce qu'on appellerait un homme d'action et un homme de terrain, à une époque marquée par les longues guerres d'Italie. Storia Voce vous propose de découvrir un autre Machiavel. Certes, nous reviendrons sur le prince, sur le penseur, mais il me semble important de découvrir avant tout l'homme qui fut au service de la République de Florence. C'est ce que nous allons voir avec Jean-Louis Fournel. Jean-Louis Fournel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur, avec Jean-Claude Zancarini, d'un Machiavel, Une vie en guerre, guerre au pluriel, un ouvrage paru chez Passé Composé, et vous êtes professeur à l'université Paris 8, donc à Vincennes-Saint-Denis. Alors, suppos des tyrans ou fervents républicains, florentins enfermés dans sa ville natale ou bien pragmatique froid, en fait, tous ces qualificatifs ne prennent pas en compte cette réalité sur Machiavel. On ne peut séparer l'œuvre de son existence et du contexte guerrier dans lequel Machiavel a vécu. Oui, je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut dégager en quelque sorte Machiavel des interprétations et des exégèses qui se sont succédées, comme peut-être pour aucun auteur, depuis 5 siècles, et avec une violence que peu d'exégèses d'ailleurs ont connue, puisque il était de bon ton, et il est dans une certaine mesure encore de bon ton aujourd'hui, d'être anti-machiavélien ou pro-machiavélien. Donc il faut échapper à cela, et pour échapper à cela, la seule condition, c'est tout bêtement, tout simplement, de redire un petit peu ce qu'a fait Machiavel et pourquoi il l'a fait. C'est-à-dire quel était l'horizon, effectivement, de l'intervention de Machiavel dans l'histoire. Et cet horizon est assez simple à déterminer. Il faut sauver la République. Il faut sauver la République, et la République est menacée parce que on est entré depuis l'automne 1494 dans un cycle de guerres interminables qui vont durer des décennies, que l'historiographie française appelle les guerres d'Italie, et que dans ces guerres d'Italie se sont déployées des formes de conflits tout à fait inédites. Alors, trois éléments qui me semblent essentiels pour faire comprendre à nos auditeurs pourquoi ces guerres sont nouvelles et pourquoi elles nécessitent un nouveau langage de la politique aussi pour y faire face. Ces guerres sont plus rapides, elles sont plus violentes, elles ont des effets plus conséquents. Elles sont plus rapides parce que d'abord on fait la guerre toute l'année. Elles sont plus violentes parce qu'on tue beaucoup plus de gens dans les batailles et hors des batailles, qu'on fait la guerre aux civils, qu'on commet des massacres pour l'exemple, lors des campagnes. Et l'armée française à cet égard n'est pas la dernière à le faire. Et aussi, elles ont des conséquences plus nettes, plus conséquentes, parce que tout simplement, il ne s'agit plus de modifier ici et là quelques tracés de frontières, de tordre le bras à quelques hobereaux, à quelques princes locaux pour lui faire accepter telle ou telle clause d'un traité. Là, c'est l'État qui peut disparaître. C'est la République qui peut disparaître dans le cas de Florence. On est dans un monde en crise, et une des figures de cette crise, c'est Savonarole. C'est un personnage que, au fond, tout le monde constate, fait état de cet état de crise présenté par Savonarole, même si tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Oui, alors vous savez, Savonarole, dans un de ses sermons sur les psaumes, disait que nous sommes entrés dans une période de guerre insolite. Qu'est-ce que ça veut dire une guerre insolite? C'est une guerre qu'on ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'essaye de faire Savonarole? Il essaye de faire une sorte de commentaire en direct, dirait-on aujourd'hui, de ce qui est en train de se passer. Et il essaye d'expliquer aux Florentins qui ne comprennent pas justement ce qui se passe que
ce qui advient a une cause. Et alors évidemment, le débat c'est quelle cause? Mais ce qui est sûr, c'est que tous les Florentins, dont Machiavel, qui entendent le propos de Savonarola, sont marqués par ce propos. Qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord. Le constat est le même. Le constat, c'est qu'il y a une crise et que cette crise est radicale. Après, sur les solutions à proposer à cette crise, les savonaroliens et les anti-savonaroliens, Machiavel, sans être un anti-savonarolien, est plutôt du côté des critiques de Savonarola, auront des réponses différentes. Mais n'oublions jamais que, pour parler des erreurs des groupes dirigeants italiens qui ont causé la catastrophe, Machiavel utilise un terme qui n'est pas choisi au hasard. Il parle des péchés des princes. Et en parlant des péchés des princes, il utilise un terme, lui, qui n'est pas particulièrement religieux, qui est profondément lié à l'écoute, justement, du sermon savonarolien. C'est la question de la force en politique qui est en jeu ici. C'est la question de la force, et la question de la force est posée par Machiavel, et c'est ça la grande différence, si vous voulez, avec Savonarola, de façon différente. Machiavel n'a pas le même type de formation que Savonarola. Savonarola, c'est en gros un aristotélico-thomiste, un grand aristotélicien d'ailleurs, qui connaît très bien les textes d'Aristote et très bien les textes de Thomas, et qui, de ce point de vue-là, a une position parfaitement orthodoxe, contrairement à ce que certains prétendent. Savonarola est quelqu'un d'une orthodoxie totale, et il a du mal à régler la question de la force. Il a du mal à régler la question de la force en politique, tout simplement parce que la question de la force échappe à la raison. Elle relève d'une autre rationalité, qui lui est en partie étrangère. Et c'est avec cela que Machiavel coupe. Il dit, en quelque sorte, il faut combler ce vide, qu'il faut trouver une rationalité de la force. Et la pensée machiavélienne, c'est celle qui construit une rationalité de la force soumise, ne l'oublions jamais, à cet horizon qui est profondément éthique, qui est la sauvegarde de la communauté politique. Alors, venons-en à une chronologie, à la vie de Machiavel. Il est né le 3 mai 1469. Est-ce qu'il était destiné à faire de la politique? On sait peu de choses, au fond, avant son entrée en politique. On sait très peu de choses. On a quelques éléments sur son adolescence et sur sa jeunesse, grâce à ce qu'a pu en écrire son père dans son petit livre de raison qui n'était pas destiné à la publication, qui était un livre à circulation, on va dire, familiale. Hein. On a quelques éléments d'archives, très peu avant 1498. Hein. On est face à quelqu'un qui appartient à une famille qui n'est pas très riche, sans être pauvre. Famille de ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce que les sociologues appelleraient aujourd'hui la classe moyenne florentine, si je puis dire. Et qui est une famille qui n'a pas naturellement accès, on va dire, aux plus hautes charges politiques. Machiavel va transformer cette situation qui ne le destinait pas nécessairement à de hautes fonctions en faisant de son entrée dans la chancellerie quelque chose de différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. Je m'explique. Quand Machiavel est élu à la chancellerie, il est élu comme un des fonctionnaires, un des secrétaires de la chancellerie florentine. Que recouvre cette charge de secrétaire? Alors, cette charge de secrétaire, elle recouvre plusieurs fonctions, évidemment. Hein. Donc, il s'installe au Palais Vieux, au Palazzo Vecchio, pour écrire. Un secrétaire, c'est quelqu'un qui écrit d'abord. Et ce n'est pas une chose secondaire quand on pense au rapport à l'écriture de Machiavel. C'est là qu'il apprend à écrire, si je puis dire. C'est là qu'il apprend à écrire d'une certaine façon, avec efficacité, avec rapidité, parce que on peut pas se permettre une polysémie excessive. On ne peut pas se permettre d'être vague quand on donne des ordres pour résister à l'ennemi. Et donc il écrit, donc il transmet la parole des dirigeants, des gouvernants, quotidiennement, par des dizaines de lettres. Parfois il écrit des dizaines de lettres dans la même journée. Hein. Et puis parfois aussi, il peut avoir, à l'occasion, il va l'avoir de plus en plus, une autre fonction qui est celle de réfléchir sur les possibles réformes de la République. Alors c'est pas sa fonction première, il va un peu s'en emparer de cette fonction grâce à la proximité politique qu'il va avoir avec Soderini, avec le gonfalonier à vie, mais ce n'était pas naturel. Et puis une troisième fonction qui est aussi importante, qui est la fonction diplomatique.
La fonction diplomatique qui ne recouvre pas la fonction d'ambassadeur. C'est-à-dire que Machiavel n'est pas un ambassadeur, ne sera jamais un ambassadeur. Il n'avait pas les titres pour l'être, si je puis dire. Et puis il était secrétaire, donc il ne pouvait pas être ambassadeur. En revanche, ça a été un diplomate. Un légat. Un légat, dans une certaine mesure. En tout cas, c'était un secrétaire en mission. Et il a été un secrétaire en mission dans des lieux divers. En Italie, d'abord, auprès de petits potentats locaux comme Appiano, à Piombino, ou un peu plus importants comme Borgia, bien entendu. Et puis à l'étranger aussi, auprès de deux des plus grandes cours européennes, la cour de France, bien entendu, à plusieurs reprises. Alors pourquoi à plusieurs reprises? Parce que la France joue un rôle particulier dans l'échiquier politico-diplomatique florentin, dans la mesure où c'est l'allié indéfectible et traditionnel de la République. Et puis, à une occasion, mais une occasion importante, à la cour de l'empereur Maximilien de Habsbourg, à Innsbruck, à Trent. Quel type d'ambassadeur, en tous les cas, pardon, non pas d'ambassadeur, mais de légat était-il? Est-ce que il sort du commun? Est-ce qu'il montre des dons d'observation, une capacité d'analyse qui sort du commun? Alors, c'est complexe de répondre à cette question. D'abord parce qu'en théorie, il ne devrait pas déployer une capacité d'analyse et de conclusion particulière. Son rôle n'est pas celui-ci. Son rôle, c'est de donner des informations à la seigneurie, et c'est là qu'on analyse et qu'on décide. D'accord. Alors, très vite, il va dépasser ce rôle. Il va même le dépasser de façon parfois un peu excessive, à tel point qu'un de ses amis qui est resté à Florence lui dit bon, en gros, là, Niccolo, tu exagères un petit peu, c'est pas à toi de donner ton avis sur telle ou telle question. Mais il le fait quand même parce que ça fait partie, en quelque sorte, de sa façon de réagir par rapport à la politique, ça fait partie de sa façon de mêler constamment l'écriture pour faire le point et puis l'expérience pratique de la rencontre avec les puissants qui va marquer radicalement, par exemple, l'écriture du Prince. Et puis, il faut jamais oublier une chose, c'est que Machiavel n'est pas ce qu'on appellera après dans l'histoire diplomatique un ambassadeur résident. C'est ce que j'appellerais un diplomate de crise. On l'envoie à dessein, à un moment donné, particulièrement parce qu'il y a un problème important à régler ou à surveiller. Donc, à partir de là, son intervention est de l'ordre de la conjoncture. Et donc, il construit à travers son expérience diplomatique une attention particulière à ce que lui-même va appeler la qualité des temps. Dernière chose importante quand on réfléchit sur la façon dont Machiavel se comporte en tant que diplomate, Machiavel est envoyé le plus souvent auprès de cours et de souverains qui sont en quelque sorte militairement plus puissants que ne l'est Florence. Et donc, il touche du doigt dans cette expérience-là la faiblesse de Florence. À la fois la faiblesse de Florence et l'importance des rapports de force dans l'analyse de la situation géopolitique, si vous voulez. Il y a une phrase absolument fantastique dans une de ses premières lettres d'ambassade en 1500, une de ses premières expériences fortes en France. Il dit que le roi de France Louis XII tient Florence pour rien, pro nihilo. C'est très fort, c'est très lourd. Et pourquoi Florence n'est rien? Parce que Florence est faible, parce que Florence n'est pas armée. D'où la question qui va devenir de plus en plus cruciale, à la fois dans la pensée de Machiavel et dans sa pratique, qui est celle des armes propres, des armes que Florence pourrait contrôler elle-même, à la différence de ses mercenaires qui sont stipendiés, donc peu fiables. Et c'est justement le grand apport de votre livre, avec Jean-Claude Zancarini, c'est que généralement on oppose l'homme de plume, le penseur politique, à l'homme de terrain. Or vous montrez bien que à travers ces légations, mais aussi il est sur le terrain militaire. C'est un homme qu'on voit sur le terrain militaire, non pas en tant que soldat, mais se gérant la logistique et gérant même ce qu'on appellerait une forme de l'ordinanza, d'armée de métier au fond. Alors, là on touche un point crucial, qui est le fait que très souvent, trop souvent, j'ai envie de dire, la critique machiavélienne distingue en fait deux blocs dans la vie de Machiavel. Avant 1512, donc tant qu'il est à la chancellerie, tant qu'il est actif
politiquement, comme secrétaire de la chancellerie. Et après 1512, ce que lui-même appelait postres perditas, donc après la défaite, après qu'on ait tout perdu, même s'il n'avait pas tout perdu en l'occurrence, mais enfin bon, peu importe, c'est une autre question. Qui serait le moment justement de l'éloignement, de la réflexion, de l'écriture des œuvres majeures, en gros, dans une sorte de basculement de la pratique à la théorie, de l'expérience directe à l'expérience d'écriture. Tout cela est radicalement et fondamentalement faux. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument que Machiavel échappe, si je puis dire, à la philosophie politique. Parce que la philosophie politique le fait dialoguer au paradis, aux enfers, avec un certain nombre de grands prédécesseurs ou de grands successeurs, encore pire, mais ne rend pas compte du fait que, de façon indissociable, pratique et théorie sont intimement nouées, liées, dans l'expérience machiavélienne. Et que cette pratique mêlée à cette théorie est fondée sur une expérience radicale, la plus radicale qui existe, c'est-à-dire la possibilité de la mort de la communauté politique. C'est cela qui explique toutes les formes d'écriture machiavélienne. Toutes. C'est-à-dire que Machiavel répond constamment à une question qui est comment la communauté politique peut-elle être préservée dans une situation de crise? Dans une certaine mesure, il y répond même quand il rit, même quand il écrit des comédies, même. Et puis, il répond surtout dans cet amoncellement de lettres qui constitue une source extraordinaire pour dire sa vie et qui souvent a été laissée de côté par la critique machiavélienne, et qui constitue ces lettres d'ambassade et ces lettres de gouvernement et ces écrits de gouvernement que nous pouvons maintenant travailler de façon beaucoup plus précise grâce à l'édition nationale dirigée par Jean-Jacques Marchand, qui a été publiée à partir des années 2000 chez l'éditeur Salaire, non? Je voudrais m'arrêter sur cette question de l'ordinanza, parce que ça a été, pour moi, dans ma lecture, une surprise de voir une telle implication d'un personnage, de ce penseur qui est aussi donc cet homme d'action. L'un et l'autre sont indissociables. Qu'est-ce que l'ordinanza et quel rôle joue Machiavel dans cette idée politique? Alors, l'ordinanza est évidemment un épisode absolument crucial dans la vie de Machiavel. C'est aussi un épisode crucial, dans une certaine mesure, dans la critique machiavélienne. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est un épisode crucial dans la vie de Machiavel parce que c'est la tentative par Machiavel, et pour le coup, alors là, il est vraiment à l'origine du projet. C'est lui qui l'impose, et on a des témoignages contemporains qui le montrent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, dans cette affaire, Machiavel a un rôle qui est disproportionné par rapport à ce qui est son statut théorique au sein de la chancellerie, grâce à la confiance que lui fait en fait Piero Soderini, le gonfalonier. Donc Machiavel essaye de trouver une réponse qui soit une réponse institutionnelle à la crise qu'il a pointée initialement, à savoir la faiblesse endémique militaire de Florence. Et le fait que la guerre de Pise, cette guerre pour essayer de reprendre Pise, qui s'est révoltée depuis 1494 contre la ville dominante Florence, cette guerre de Pise qui dure depuis 1494 et qui n'est pas achevée, qui sera achevée en 1509, entre autres grâce aux premiers effets de l'ordinanza. Donc cette guerre de Pise a montré qu'on ne pouvait pas se fier, que Florence ne pouvait pas se fier aux mercenaires. Et donc, face à cela, la réponse de Machiavel est simple. Puisqu'on ne doit pas s'appuyer sur les mercenaires, on doit s'appuyer sur nos propres forces, les armi proprie, les armes propres. Et ces propres forces supposent une forme de conscription, pour utiliser un terme anachronique. Et à partir de là, se pose la question, à qui s'applique cette conscription? Qui est concerné par cette conscription? Alors là, on touche à un problème politique très important. C'est que si vous constituez une force au sein d'une république, cette force peut être mise au service d'une dérive autoritaire, dictatoriale. Il faut bien que tout le temps la toge commande à l'épée. Et pour que la toge commande à l'épée, il faut qu'on contrôle l'épée. Et là, la solution qui est trouvée en partie, c'est on n'arme pas les citoyens, on va armer les gens de la campagne, les gens du contado.
Ça, c'est la solution, qui est une solution provisoire, on va dire. Parce qu'il faut jamais oublier une chose, surtout quand on essaye d'analyser ce que l'on a appelé historiquement les échecs de l'ordinanza florentine. Il faut jamais oublier une chose, c'est que ce projet qui est construit entre 1505 et 1506, qui va être abandonné en 1512 à la chute de la République, était un projet en devenir. Pour Machiavel, c'était un projet qui devait se déployer et se construire petit à petit, de façon pragmatique, étape par étape. Et l'objectif était évidemment de construire une armée propre, une armée de conscription, qui ne soit pas totalement hétérogène, si je puis dire, par rapport aux traditions du mercenariat européen, puisque Machiavel n'était pas fou. Il savait que Florence aurait toujours besoin, en partie, de mercenaires. Mais ce qu'il voulait absolument, c'est qu'on ne se confie pas uniquement aux mercenaires. Et donc, on a là un projet qui n'est pas du tout un projet abstrait, contrairement à ce que certains ont pu dire au nom de l'échec, en faisant, comme d'habitude, l'histoire des vaincus à la lumière de leur défaite. C'est un projet extrêmement concret, progressif, pragmatique, qui n'a pas eu le temps de se déployer, et qui s'appuyait sur une chose, c'est le dernier point sur lequel je voulais m'arrêter, et qui est un point fondamental, c'est sur l'analyse qu'il fait de la question militaire dans la République romaine. C'est-à-dire que son exemple, c'est évidemment les Romains comme citoyens soldats. Nous y reviendrons la semaine prochaine, mais je vous en prie. Et c'est ce qu'il appelle en gros les populations armées. Et donc l'objectif dans son propos, c'est de voir s'il y a possibilité de reconstituer une logique de population armée. Et évidemment, il a sous les yeux un exemple, un modèle qui le fascine à cet égard, qui est l'exemple suisse. On pourra en reparler. Comment vit-il la fin de la République et le retour des Médicis ? Alors, c'est une question complexe. Évidemment, il est, si je puis dire, au premier plan pour souffrir et être un des premiers éliminés, si je puis dire, par ce changement de régime. Après, comme toujours à Florence, les choses sont plus complexes que cela, parce qu'il y a d'abord une forme de continuité de l'État, comme on dirait aujourd'hui dans notre lexique contemporain, et puis parce qu'il y a, du point de vue en gros des réalités prosopographiques, un passage, vu le système des clans et des familles qui existent dans la cité, un passage de pans entiers du groupe dirigeant, d'un régime à l'autre, de façon finalement assez souple et assez flexible. Et comme Machiavel a des appuis auprès de ces gens-là, y compris auprès des plus proches des Médicis, il est même ami avec une partie des membres de la famille des Médicis, il peut songer évidemment à ne pas être complètement écarté de la situation politique. Il peut songer en quelque sorte à ne pas être exclu totalement du jeu. Et de fait, pour répondre à votre question, entre le début du mois de septembre et la fin du mois de décembre, Machiavel entreprend un certain nombre de choses qui peuvent laisser penser, à bon droit, qu'il essaye de jouer encore sa carte. Dans une certaine mesure, même l'écriture du Prince, un an plus tard, relève aussi de ce jeu-là. Il s'agit de se qualifier, si je puis dire, pour continuer à agir, pour continuer à intervenir, dans la mesure où Machiavel est intimement convaincu. C'est un homme qui est quand même habité par une certaine conscience de ses capacités propres. Et il est intimement convaincu qu'il a quelque chose à apporter au jeu politique florentin. Et qu'en définitive, si c'est les Médicis qui sont au pouvoir, eh bien, pour servir Florence, on peut servir les Médicis. Ce n'est pas de l'ordre du retournement de veste, c'est pas de l'ordre de la trahison, c'est pas de l'ordre du cynisme. Ralliement. C'est du ralliement, ça n'a rien à voir avec tout cela. Ça a à voir simplement avec une sorte de hiérarchisation des points importants dans le jeu politique. Si, pour sauver Florence, il faut servir les Médicis, eh bien, on servira les Médicis. Alors, dès les premières lignes de votre ouvrage, Jean-Louis Fournel, comme un écho un peu à Clausewitz, au fond, vous expliquez qu'on ne peut comprendre Nicolas Machiavel sans associer politique et guerre. D'ailleurs, votre livre s'intitule Machiavel, une vie en guerre, guerre au pluriel. La guerre est omniprésente. Oui, alors plus que Clausewitz, peut-être, je me référerai ici à une idée assez simple qui relève de l'expérience individuelle de la personne qui écrit, en l'occurrence Machiavel. C'est que Machiavel est quelqu'un qui a appris
à devoir faire face à une situation de guerre permanente. Ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, l'état de guerre. Florence vit dans un état de guerre. Qu'est-ce que c'est qu'un état de guerre? C'est une situation dans laquelle l'ensemble des principales décisions qui régissent la communauté dépendent de la guerre et dépendent des caractéristiques de ces guerres nouvelles dont on a parlé déjà précédemment, sur lesquelles je ne reviendrai pas donc, qui font que la guerre, la politique extérieure, devient le centre de la politique tout court. Donc on est dans une sorte de basculement, si vous voulez, où la diplomatie ou la guerre ne sont pas simplement des parenthèses, des aberrations, en quelque sorte, dont il s'agit de sortir le plus vite possible. On n'est pas dans une logique où on réfléchirait sur les guerres justes et les guerres injustes, avec ces guerres justes qui sont contre les infidèles ou contre les hérétiques, et puis toutes les autres guerres qui sont injustes parce qu'elles sont disproportionnées, qu'elles portent atteinte à la Respublica Christiana, etc. On est dans une autre logique, là, maintenant. C'est-à-dire que la guerre est permanente. C'est très important parce que, au fond, il n'y a pas... La question morale ne se pose pas ici. Alors la question morale ne se pose pas. Ici, elle se pose ailleurs. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement de la question morale qui assume d'ailleurs une radicalité plus grande, puisque la question morale, l'éthique profonde, elle tient au fait que l'État puisse mourir, que la République puisse mourir. Et qu'à partir de là, il n'y a pas de position plus morale que celle de défendre la communauté. Donc la sauvegarde de l'État peut justifier effectivement des actes dont on considérera, au regard d'autres critères, qu'ils sont immoraux. C'est ce que, dans le chapitre 8 du Prince, Machiavel va appeler les cruautés bien employées par rapport aux cruautés mal employées. La cruauté n'est pas bonne en tant que telle, on n'est pas indifférent à la cruauté. Contrairement à ce que dit le lieu commun, ce n'est pas vrai que la fin justifie les moyens pour Machiavel. Machiavel n'a jamais dit cela, évidemment. En revanche, il existe des fins qui peuvent justifier un certain nombre de moyens employés dans des circonstances particulières et avec des modalités particulières. Il faut toujours ajouter cela. La question du modo, de la façon de faire, de la modalité, est toujours essentielle dans la pensée machiavélienne. Rien n'est jamais dit de façon absolue. Alors, dans sa pensée politique, il y a deux ailes en quelque sorte. Il y a l'histoire, on va la voir après, mais il y a d'abord et avant tout l'observation des faits. Il parle de la longue expérience des choses modernes. C'est ce qui constitue le socle de sa réflexion, l'observation d'abord des faits. Il est très empirique. Alors, oui, bien sûr, il est très empirique. Cette longue expérience des choses modernes est fondamentale. Mais elle est fondamentale à une condition. À condition qu'on l'articule constamment avec ce qu'il appelle, par ailleurs, la lecture des choses anciennes. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de dissociation, de compartiment étanche, si vous voulez, entre les choses modernes et les choses anciennes. Les choses antiques, les choses anciennes, l'expérience du passé doit être intégrée constamment dans les formes d'intervention qu'on est susceptible d'avoir dans le présent. Donc il faut comprendre le passé, c'est donner des clés de lecture pour le présent afin de mieux percevoir l'avenir. Oui, et puis c'est aussi comprendre le passé à l'aide des clés qu'on trouve dans le présent. C'est-à-dire que le va-et-vient est constant entre le passé et le présent. On n'a pas, si vous voulez, une sorte de réservoir statique d'exemples et de modèles, le passé, qui servirait à l'intervention dans le présent. C'est pas ça, Machiavel. Machiavel, c'est quelqu'un qui mobilise en même temps, de façon dynamique, justement, pas de façon statique, le passé et le présent pour aller et venir de l'un à l'autre afin de conférer à l'action immédiate, et là l'adjectif est important, immédiate, c'est-à-dire sans aucune médiation et avec une rapidité qui est l'égale de la rapidité des guerres nouvelles, une efficacité supérieure. Et c'est ça la vérité effective de la chose dont il va parler dans un discours de la méthode extrêmement important au début du chapitre 15 du Prince. Alors nous sommes à l'époque de la Renaissance. Le vivier intellectuel, politique, c'est la romanité, plus que la Grèce. Alors là, le débat est infini. Hein. Il est infini aussi dans la critique machiavélienne. Par exemple, quel est le degré de connaissance d'Aristote par Machiavel et quel est le degré de mobilisation d'Aristote par Machiavel, ou quel est le rapport au néoplatonisme de quelqu'un comme Machiavel, sachant que le néoplatonisme a eu son importance, notamment à la petite cour de Laurent le Magnifique dans la jeunesse de Machiavel. Bon.
tout cela existe comme question, mais ce n'est pas une question essentielle pour Machiavel. Machiavel se moque en gros de l'articulation entre Aristote, Platon et Cicéron. Il est nourri de ces lectures-là. Il les connaît, il connaît Lucrèce, il connaît Denis, il connaît Cicéron, il connaît évidemment Aristote, et il peut donner des leçons d'aristotélisme à son ami Vettori, qui lui le connaît probablement beaucoup moins bien. Donc simplement, il le fait avec une forme de détachement qui met toujours cette référence-là au service de l'action politique. C'est-à-dire, ce qui est toujours premier chez Machiavel, c'est ce que l'on peut appeler un usage politique de la source. Et l'usage politique de la source fait que la source n'existe pas par une référence à un auteur, à un auctor, à quelqu'un qui aura une position d'autorité. La source se justifie dans la mesure où elle peut contribuer à une explicitation de ce qui est en train de se passer, logique cognitive, mais aussi et surtout à une action. Ça, c'est un réflexe de pensée nouveau à cette époque? Alors, c'est un réflexe de pensée nouveau, oui et non. Il y a une grande tradition de la pensée politique pragmatique qui a toujours existé, et certainement, Machiavel n'est pas le premier à dire cela, et même à son époque, il n'est pas le seul à le dire. Hein. L'arbre Machiavel ne doit pas cacher la forêt de tous ces Florentins qui, comme Guicciardini, comme Vettori, comme Gianotti un peu plus tard, essayent de penser les mêmes choses. Donc, on est face à une nouvelle pensée politique qui se constitue dans ce que nous appelons avec Jean-Claude Zancarini le laboratoire florentin, et dans lequel Machiavel est un des acteurs, un des auteurs, parce que fondamentalement ces personnes-là se posent les mêmes questions radicales dont nous avons parlé la semaine dernière. Et à cet égard, Machiavel propose en fait ce que l'on pourrait appeler un nouveau langage politique. C'est-à-dire que Machiavel propose un nouvel ordonnancement des choses. Il traite des mêmes choses différemment. C'est-à-dire que vous êtes en face de quelqu'un qui n'invente pas des questions. Il les traite autrement. Il les traite autrement et du coup, il modifie assez radicalement la hiérarchisation des éléments qui sont en jeu dans ces questions-là. Pour définir l'art des possibles, la politique, ce serait l'art du possible ou des possibles? Alors, c'est là aussi les choses sont oui, c'est en partie cela, mais ce n'est pas seulement cela. Pourquoi? Parce que vous avez chez Machiavel quelque chose qui relève aussi non pas d'une rationalité ratiocinante, mais d'un pari. C'est-à-dire que chez Machiavel, vous avez aussi une vision que j'appellerais quasiment poétique du kairos, hein, c'est-à-dire que de l'occasion. Hein, d'où cet extraordinaire dernier chapitre du Prince, dans lequel il en vient à dire que la meilleure des occasions se trouve dans la pire des situations. Paradoxe extraordinaire, mais qui rappelle quand même que rien n'est jamais perdu. Et là, on est face à quelque chose qui n'a rien de pragmatique ou d'empirique, qui a à voir avec une sorte, de tension morale, de tension affective aussi, qui ne peut être justifiée que par la force de ce que l'on défend. Il y a une vraie volonté, au fond, de se rendre utile. Ah, sans aucun doute. Sans aucun doute. Et ça a à voir particulièrement, vous savez, quand dans la tradition rhétorique, on dit que l'écriture de l'histoire relève à la fois de l'utile et de l'agréable, la question de l'agréable devient secondaire chez quelqu'un comme Machiavel, et c'est l'utilité qui devient essentielle, qui devient cruciale. Et l'écriture de l'histoire, hein, puisque vous comptez en parler aussi, l'écriture de l'histoire se fait, elle aussi, un instrument de l'analyse politique, parce que histoire, politique et guerre sont intimement mêlés. Quelle est la place des grands hommes dans la pensée politique de Machiavel? Dans Le Prince, il décrit un de mémoire, qui est César Borgia, qui est Jules II, le pape. Ce sont ces grands personnages dans l'histoire doivent jouer un rôle et doivent précisément définir cet art du possible que nous évoquions tout à l'heure.
Alors, la question des grands hommes est une question essentielle chez Machiavel. Il dit lui-même que ce nouveau savoir qu'il essaye de contribuer à constituer, elle naît de la connaissance des actions des grands hommes. C'est ce qu'il dit dans la lettre de dédicace du prince, juste avant de parler des choses antiques et modernes, des choses anciennes et modernes. Il dit, voilà, tout ce que je sais, je l'ai appris en regardant les actions des grands hommes. Donc il est clair que ces actions des grands hommes ont un rôle de levier, en quelque sorte. Alors pourquoi ces actions des grands hommes ont-elles un rôle de levier? C'est parce que ces actions des grands hommes constituent des illustrations de la place, justement, de l'occasion et de la capacité de la vertu des hommes, et vertu évidemment dans le sens machiavélien du terme, et pas dans le sens chrétien du terme, la capacité donc de cette vertu à faire face à la fortune. Donc à bousculer la fortune, comme il le dit au chapitre 25, donc en quelque sorte à se réapproprier l'histoire. Toute la question machiavélienne est là. Comment faire en sorte de se réapproprier l'histoire? Et les grands hommes sont ceux non pas qui sont nés grands, d'où la fascination de Machiavel pour le prince nouveau. Le prince nouveau, c'est celui qui justement ne devait pas être prince a priori, mais qui sont capables de bouleverser l'histoire. D'où le fait qu'on peut avoir des utilisations métaphoriques, si je puis dire, de cette figure du prince nouveau, y compris dans des figures collectives, comme l'a fait Antonio Gramsci, en assimilant le prince nouveau et un parti politique, le Parti communiste italien. Il faut opposer ces grands hommes au peuple? Non, non, surtout pas. Surtout pas, puisque une des questions, et d'ailleurs une des tensions, même plus qu'une des questions de la pensée machiavélienne et de l'action machiavélienne, c'est la façon dont se peut constituer ce qu'il souhaite être, cette alliance indéfectible entre ces grands hommes et le peuple. C'est bien tout l'enjeu du chapitre 9 qui a suscité des centaines de pages d'exégèse, c'est celle de l'alliance. Machiavel est quelqu'un qui essaye de penser les alliances. Le prince tout seul ne peut rien faire. Le prince tout seul, ça devient un dictateur, ça devient un tyran. Machiavel n'est pas du côté de la tyrannie, encore une fois. Donc le prince a besoin de penser et de constituer une alliance avec ceux qui ont le plus envie de défendre la communauté politique, et ceux qui ont le plus envie de défendre la communauté politique, parce qu'ils y ont le plus d'intérêt, c'est le peuple. Ce ne sont pas les oligarques. Ce ne sont pas les grandi, les grands. Ce ne sont pas les grandes familles. Machiavel, en quelque sorte, même s'il s'entend très bien avec les grandes familles, considère ces grands comme de potentiels ennemis politiques permanents parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que le peuple. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, ou à l'instant, plutôt ce concept de fortune. Et il y a ce que vous appelez des lieux communs de l'éthique classique. Il n'y a pas simplement que la fortune, il y a aussi l'ingratitude et l'ambition. Il y a une pensée conceptuelle chez Machiavel avec ces trois concepts, fortune, ingratitude et ambition. Oui, alors ça tient à deux choses. D'une part, le fait que, contrairement à ce que certains ont pu dire ici et là, Machiavel a une solide formation classique et que donc il sait jouer de ces concepts-là. Il en a compris toute l'importance pour essayer d'analyser l'humanité des puissants et des acteurs politiques, puisque Machiavel s'intéresse beaucoup à l'humanité de ces puissants et de ces acteurs. Et puis, il y a autre chose qui joue, c'est que la fortune, l'ingratitude sont des notions, l'ambition, sont des notions qui permettent de penser les basculements de l'histoire. Elles permettent de penser la nouveauté, justement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour Machiavel. Elles permettent de penser le passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Et ces notions-là sont importantes parce qu'elles constituent en quelque sorte le moteur, le levier de ces actions des grands hommes qu'on évoquait précédemment et qui peut conduire à des changements radicaux. Machiavel, c'est un penseur du changement, c'est pas un penseur de la stabilité, c'est un penseur dynamique. Et donc, il faut essayer de réfléchir sur ce qu'est la nouveauté. La question de la nouveauté est cruciale chez Machiavel. Le prince nouveau, c'est d'abord la pensée de la nouveauté. C'est pas la pensée du prince, c'est la pensée de la nouveauté. Et le prince, c'est l'élément, le levier, l'instrument de la nouveauté. Et c'est cette nouveauté-là
qu'il faut arriver à penser. Les formes de cette nouveauté et les formes de la stabilisation de cette nouveauté, si je puis dire, dans un second temps. Ce qu'il y a de fascinant, c'est qu'il y a même, on va dire, une dimension anthropologique, parce que à côté de ces concepts, fortune, ingratitude, ambition, vous évoquez du rôle des humeurs. Voilà. Oui. Les discours de Machiavel proposent une histoire de la force collective des humeurs. Mm-hmm. Alors là aussi, on est dans une sorte de double présence, une présence d'une tradition, une longue tradition de l'utilisation de la pensée médicale, pour dire les choses simplement, dans la pensée politique. C'est une vieille histoire, à commencer par la métaphore des médecines que l'on doit donner pour guérir la maladie qui peut éventuellement affecter la communauté politique. Mais ça n'est pas que cela, évidemment, les humeurs. Ce qui est intéressant dans la notion d'humeur et dans la façon dont Machiavel la mobilise, c'est qu'il ne la mobilise pas de façon technique, si je puis dire. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'ensemble du discours sur les humeurs, ce n'est pas la distinction des humeurs telle qu'il pourrait la trouver dans un traité galénique ou des choses comme ça. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est l'utilisation, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure de l'usage politique des sources, vous avez un usage politique de ces notions qui lui permettent de décrire un état de tension de la communauté politique. Donc les humeurs, en fait, ce sont les forces qui interagissent au sein de la communauté. Donc le peuple est une humeur. Les grands sont une humeur. Mais là aussi, il faut se méfier de toute tentation de figer la description, puisque Machiavel ne fige jamais les descriptions. Donc il peut dire, par exemple, au chapitre 9 du Prince, il y a 2 humeurs. Et puis un peu plus loin, parce que le Prince est écrit au fil de la plume, si je puis dire, même si c'est une écriture extraordinaire, un peu plus loin, dans le chapitre 19, il s'aperçoit qu'il a oublié une humeur, en quelque sorte, qu'il y a une autre humeur qui, dans d'autres circonstances historiques, peut avoir une grande importance, qui est l'humeur des soldats. Il parle de la fin de l'Empire romain et il s'aperçoit que l'armée joue un rôle extrêmement important dans les aléas de l'évolution des gouvernants. Et là, on voit bien comment toutes les façons qu'a Machiavel de se saisir de notions qui ne lui appartiennent pas sont en fait radicalement mises au service du propos qui l'intéresse, c'est-à-dire une analyse politique de l'histoire en train de se faire ou de l'histoire qui se fait pour comprendre l'histoire en train de se faire. Est-ce qu'il y a une révolution, non pas machiavélique, mais machiavélienne? Vous parlez d'une éthique de la responsabilité chez lui, de l'efficacité qui s'oppose à une morale abstraite, marquée par la tradition aristotélicienne et thomiste. Est-ce que Machiavel, au fond, n'est-il pas simplement un personnage de la Renaissance qui s'inscrit dans une volonté de coupure avec le Moyen-Âge, cette période obscure telle que la concevaient beaucoup de ses contemporains? Oui, alors juste une remarque avant, sinon je me préfère être tripé par les aristotéliciens. Il y a évidemment une éthique pratique. Chez Aristote, il ne s'agit pas de dire qu'Aristote serait confiné dans une sorte d'abstraction. Et évidemment, ce serait absurde. Mais pour répondre, l'observation du monde d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, mais au-delà de cette boutade et pour répondre à votre question, oui, Machiavel est capable de mettre en place une forme de tension qui relève de ce que j'appellerais un pari. Il existe un pari machiavélien qui radicalise la place du présent. C'est dans le présent que tout se joue, et c'est à l'aune de ce présent et des effets de notre action dans ce présent que notre action pourra être jugée. Donc, est-ce que c'est la Renaissance, ça? Oui et non. Oui, parce que, évidemment, on sait que dans la Renaissance, un des moments cruciaux, c'est le fait de replacer l'homme au centre du jeu, si je puis dire. Mais non aussi dans la mesure où
pour reprendre une citation extraordinaire de Machiavel à la fin de l'art de la guerre, où il parle encore une fois des péchés des princes, de leur incapacité militaire, et il souligne que, bon, on pourra peut-être remédier à cela, parce qu'il est optimiste, fondamentalement, Machiavel. Il n'est pas pessimiste, contrairement à ce que certains disent. Il est optimiste, il pense qu'on va peut-être pouvoir remédier à cela, c'est pas impossible, notamment en Italie, puisque, nous dit-il, ce pays est particulièrement fait pour ressusciter les choses mortes. C'est extraordinaire, hein, ce terme de resuscita, ressusciter, terme profondément spirituel, les choses mortes. Alors là, on n'est plus entre les choses anciennes et les choses modernes, on est entre les choses mortes et les choses vivantes. Et il ajoute, comme cela a été prouvé dans la poésie et les arts et les lettres. Donc, qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça, Machiavel ? Il dit à la fois, je suis conscient qu'il y a eu un renouveau des arts et des lettres. Mais je suis aussi conscient que ce renouveau s'est arrêté là où il aurait pu continuer, qu'il y a une lacune, que cette lacune concerne la politique et l'histoire, concerne la pensée de la politique et de l'histoire, donc la pensée de la guerre, et que moi, là, je vais apporter quelque chose de nouveau avec ce nouveau savoir. Donc, oui, pourquoi pas, on pourrait dire que Machiavel est du côté de la Renaissance, mais il est du côté d'une Renaissance qui se pense elle-même comme lacunaire, et d'une Renaissance qui se pense elle-même comme à compléter. Et cette capacité à risuscitare les cose morte dont il parle à la fin de l'art de la guerre doit encore se déployer dans des domaines dans lesquels elle n'a pas eu d'effectivité jusqu'à présent. Ce qui en fait un homme d'action, en fond. Exact. Nous l'avons répété plusieurs fois, l'écriture, c'est l'action chez Machiavel. Quand on parle de Machiavel écrivain, il faut d'abord commencer à parler par Machiavel écrivant. C'est-à-dire que Machiavel est quelqu'un qui écrit avant d'être un écrivain. C'est-à-dire Machiavel est quelqu'un dont l'écriture est l'instrument premier de sa pratique politique et de sa réflexion politique, les deux étant intimement liés. C'est-à-dire que Machiavel, c'est d'abord quelqu'un qui écrit des centaines de pages quand il est à la chancellerie. C'est un chancelier, c'est un secrétaire. Un secrétaire, c'est d'abord quelqu'un qui écrit. Donc il a un rapport à la page écrite qui est constitutif de son agir politique. Et il faut partir de là pour comprendre comment cet écrivain va aussi se penser et devenir un écrivain sans jamais cesser de considérer l'ensemble de ses écrits, ou presque, comme des textes d'intervention. Donc on est dans une situation très particulière dans laquelle vous avez quelqu'un qui appartient en même temps et de façon indissociable à la politique, à la philosophie, à l'histoire et à la littérature. D'ailleurs, lui-même, dans une lettre extraordinaire des années 20, signait Niccolò Machiavelli, storico, comico et tragico. Donc, historien, auteur comique et auteur tragique. Avec une triade qui est assez étonnante, si on y pense, parce que, auteur comique, on le sait, il a écrit, par exemple, des comédies les plus importantes de cette époque-là, avec La Mandragore. Historien, on le sait, puisqu'il a écrit les histoires florentines. Et bien avant les histoires florentines, l'écriture du temps présent que constituent ces decennali en vers, en terza rima dantesque, dans la première décennie du siècle. Mais tragédien, auteur tragique, il n'a jamais écrit de tragédie. Eh bien, c'est ce qui fait le lien entre tout cela. C'est-à-dire qu'il est l'écrivain de cette tragédie radicale que vit la République depuis qu'il est né. Il y a une tragédie de l'histoire, mais on le disait un peu off au cours de cette émission, il y a une foi chez lui. Oui, bien sûr, il y a une foi, un engagement qui l'anime, qui justifie tout son parcours. Machiavel est à la fois quelqu'un de très sérieux, parfois de trop sérieux peut-être, et à la fois quelqu'un qui sait rire de tout. Et les deux sont intimement mêlés. Et c'est cette capacité à l'ironie, au détachement, mêlée à cette capacité à la compréhension intime de ce qui est le plus radicalement menaçant pour l'histoire de la communauté, cela nourrit une foi, un espoir, un optimisme qui lui permet, dans les pires des moments,
de penser qu'il y a toujours une porte de sortie. Ce n'est pas sûr. On perdra peut-être, mais comme il le dit lui-même, faut jamais laisser tomber. Non si abbandonare mai, dit-il. Ne jamais se laisser aller, ne jamais laisser tomber, toujours croire qu'il est possible de trouver pour l'homme qui agit en bonne foi et avec un minimum de conviction sur ce que doit être la communauté, une façon de la sauver. Et toujours revenir à cette fin du prince, extraordinaire, dans l'exhortation à libérer l'Italie des barbares, où il théorise l'idée selon laquelle la pire des situations offre la meilleure des occasions. Alors peut-être que je vais prononcer une hérésie, mais son ironie, c'est une ironie voltairienne ? Oh, vous savez, personnellement, je n'aime pas trop ce genre de comparaison, surtout pas avec quelqu'un qui vient après, si je puis dire. Non, c'est pas une ironie voltairienne, c'est une ironie florentine, radicalement florentine. Il y a un comique florentin qui est lié à l'art de la nouvelle, notamment, qui est lié à ce qu'on appelle la beffe, hein, le mauvais tour que l'on peut jouer à l'autre et que l'on met parfois en écriture. Il y a une capacité des Florentins, pas seulement d'eux, mais une capacité indéniable des Florentins à avoir un rire politique, par exemple. Hein. C'est de là que vient ce rire-là. Alors, une des caractéristiques de votre livre, c'est la place qu'a sa correspondance. Est-ce que sa correspondance est peut-être plus importante que son œuvre elle-même? D'ailleurs, son œuvre, il n'y a que 2 œuvres qui sont publiées de son vivant, les Decennali et L'Art de la guerre. Oui, et dans une certaine mesure la Mandragore aussi. Donc, mais ce qui est clair, c'est que les œuvres majeures, les œuvres politiques majeures, donc en gros le Prince, les discours et les histoires florentines, ne sont pas publiées de son vivant. Là, on touche 2 choses qui sont le rapport de ces œuvres à la publication, et puis la chronologie même de ses écritures. Puis après, la question de la hiérarchie entre les textes, pour moi, est assez secondaire. C'est que je dirais pas que les lettres sont plus importantes que les œuvres. Les lettres constituent, c'est comme ça qu'on les a traitées dans notre livre, une sorte de fil rouge fondamental et intéressant pour comprendre effectivement le déploiement de la pensée machiavélienne. Donc, tout est important dans l'écriture machiavélienne parce que l'écriture est toujours importante pour Machiavel. La question qui est plus complexe, c'est la question de savoir quel est le statut d'auteur que lui-même tentait de se conférer. Il est clair que Machiavel a voulu s'épanser aussi comme un homme de lettres. Il voulait être un auteur. Il a reproché à Larios de ne pas l'avoir mis dans la liste des poètes importants de l'âge contemporain, si je puis dire. Et je crois qu'il était vraiment vexé qu'on n'ait pas pensé à lui à cette occasion. Il a essayé dans certains textes de se construire cette figure-là. Ce n'était probablement pas, sauf pour ce qui concerne le théâtre comique, là où il donnait le meilleur de lui-même, mais en tout cas, ça fait partie de sa vie, y compris l'écriture poétique. On ne connaît pas le Machiavel poète, mais on connaît mal le Machiavel poète, mais Machiavel est aussi quelqu'un qui écrit des vers. Et c'est aussi quelqu'un, on a insisté là-dessus, parce que c'est un des fruits récents des recherches de certains collègues, sur le Machiavel musicien. C'est quelqu'un qui non seulement peut être un poète, mais qui peut être un improvisateur, qui est capable d'utiliser, de mettre en musique, ou de suivre la musique que on a écrit pour ses vers. Et à partir de là, on voit bien que l'écriture, c'est quelque chose de compliqué qui est à la fois de l'ordre de la rédaction fonctionnelle quand il est chancelier, quand il est secrétaire, mais aussi qui peut être ludique, qui peut être une écriture de divertissement ou tout simplement une écriture de conversation. Parce que n'oublions jamais une chose, c'est que Florence est un lieu où on parle, et on parle de politique quotidiennement, partout, dans tous les espaces, et que ces conversations animent, nourrissent les écritures. Les discours naissent aussi de conversations, pas seulement, mais aussi de conversations. Et les discours naissent dans les jardins de la famille Rucellai aussi. L'art de la guerre aussi, dans une certaine mesure. Et à cet égard, ce n'est pas totalement un hasard qu'ils choisissent la forme du dialogue pour en rendre compte. Donc, on est dans une logique, si vous voulez, où la question de la publication ne passe pas seulement par la question de l'édition.
c'est très important. C'est que le prince est connu du vivant de Machiavel, on le sait, on en a plusieurs attestations. Il est même connu au-delà de Florence. Oui. À Sienne, vous avez un chancelier qui le cite explicitement dans ses textes. Vous avez le travail d'Agostino Nifo de plagiat réécriture du prince au début des années 20. Donc le prince circule. Le prince, dans une certaine mesure, est public. Il a été publié, même s'il n'a pas été édité, si je puis dire. Parce qu'il y a une circulation manuscrite des textes qui les fait exister. Et d'une autre façon, les discours, dans une certaine mesure, sont aussi publics, pas simplement parce qu'il y a une circulation des manuscrits, mais parce que très probablement une partie d'entre eux a été proférée, a été dite. Parce que Florence est un lieu où les gens savent ce qu'a dit l'autre sur la politique dans telle et telle circonstance, même si l'autre ne l'a pas publié. Donc on a un rapport à l'écriture qui est très particulier, qui est à la fois du côté de l'octorialité, mais à la fois du côté d'une sorte de pratique incessante et renouvelée. Il y a un style chez Machiavel ou bien des styles ? Alors, la question du style de Machiavel est une question extrêmement complexe. Je pense que il est clair que toutes les écritures ne se ressemblent pas, qu'il est assez difficile de dire que les textes de gouvernement ou les lettres de chancellerie sont écrites comme les histoires florentines. Ce serait absurde, et évidemment, ce n'est pas le cas. En revanche, il y a quelques points communs, je pense, à l'écriture de Machiavel. C'est que vous avez chez Machiavel le choix, qui est un choix parfaitement rhétorique, même si c'est un choix qui se dit anti-rhétorique, qui est celui d'une écriture que j'appellerais rapide, immédiate, nécessaire. Avec Machiavel, un petit peu d'ailleurs à l'image de ce qu'a été sa pratique de chancellerie, vous avez une économie temporelle de l'écriture qui fait que nous tenons avec Jean-Claude Zancarini, et c'est un grand débat, on va dire, dans la critique machiavélienne, nous tenons que les écrits de Machiavel ne sont pas des écrits qui sont ruminés, écrits, réécrits au fil de multiples rédactions qui peu à peu progressent vers une sorte de fin du texte. Nous pensons que le prince, les discours sont écrits vite, sont écrits d'un trait, même s'il peut y avoir après des réinterventions de l'auteur ici ou là, mais que vous avez une sorte de jet de l'écriture qui est important et qu'il faut prendre en compte et qui, dans une certaine mesure, relève de cet apprentissage de l'art de l'État qu'il a eu au sein de la chancellerie quand il devait écrire vite, de façon efficace, compréhensible et univoque, tous les jours, des dizaines de textes. Dans les histoires florentines, vous parlez, je vous cite, d'un non-genre qui traduit en mots des fragments variés d'expériences de pensée. C'est une forme de puzzle ou plutôt, on va dire, l'exposé de méthodes, d'exemples? Alors là, ce que vous dites concerne beaucoup les discours. Les histoires florentines, ça existe. Il y a ça aussi, mais il y a aussi la constitution, si vous voulez, d'une sorte de retour à un grand récit de l'histoire de la République, qui peut exister par fragments, mais dans lequel il essaye de retrouver une continuité. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, à mon avis, c'est de réfléchir sur la question d'achèvement du texte. On est, aussi bien dans les discours que dans les histoires florentines, face à des textes qui sont, dans une certaine mesure, inachevés. Inachevés non pas parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de les finir, mais parce qu'ils sont structurellement inachevés. Parce que le type même de pensée qui s'y déploie relève d'un chantier ouvert et pas d'un monde clos. Et à partir de là, on a un rapport à l'écriture qui est un peu différent. C'est-à-dire que Machiavel est mort pas très vieux, finalement. Il aurait pu... Avec des si, on peut mettre Paris en bouteille, mais on peut aussi penser à l'écriture machiavélienne au-delà. Il aurait pu éventuellement reprendre ses textes. C'est pas sûr, d'ailleurs. C'est pas sûr. Je pense aussi que il n'avait pas nécessairement comme objectif d'achever les discours différemment de ce qu'il a pu faire. C'est en cela qu'il est finalement tout le temps dans l'action.
Oui, parce que si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, nous pensons avec Jean-Claude Zancarini qu'il est assez peu probable. Il y a tout un débat sur la chronologie des rédactions des discours, par exemple, qu'il est assez peu probable que Machiavel ait pu travailler sur les discours après 1521, parce qu'il avait autre chose à faire, en quelque sorte. D'abord, évidemment, écrire les histoires florentines, et puis surtout parce que les 2 dernières années de sa vie, il les a passées en campagne, aux armées, pris intensément et quotidiennement par cette ultime tentative qui est une des choses sur laquelle on a beaucoup insisté dans notre livre et qui souvent est laissée de côté dans les textes sur Machiavel, c'est l'ultime tentative de 1525 à 1527 pour que l'Italie ne succombe pas sous le joug de la Pax Hispanica, sous le joug impérial. Et cela, ça veut dire que quand vous êtes dans cette situation-là, l'écriture, elle est d'un autre ordre. L'écriture qui est importante dans ce cas, c'est de nouveau l'écriture des lettres. Et d'ailleurs, vous en apercevez bien. Si vous regardez la chronologie des lettres qu'on a à notre disposition, vous avez une époque où vous avez assez peu de lettres. Entre, on va dire, 1515 et 1522, 23, on a assez peu de lettres. On a assez peu de lettres pour des raisons évidentes et qui sont que, comme il reste à Florence, il n'écrit pas, et parce qu'il voit les gens, tout bêtement, donc il a besoin de leur écrire. Mais aussi pour une autre raison, c'est que ce n'est pas l'écriture de lettres qui est la plus appropriée à ce qu'il est en train de faire politiquement. Alors qu'entre 1525 et 1527, de nouveau, on a une sorte de réémergence de l'écriture de lettres qui est extrêmement importante. On a des lettres extrêmement fortes, notamment des lettres avec Guichardin, justement. Quelle est la place du dialogue dans son œuvre? Il l'utilise beaucoup? Alors, Machiavel a écrit, on va dire, un dialogue et demi. Alors, un dialogue qui est un vrai dialogue, qui est l'art de la guerre, qui est même un dialogue assez classique, dialogue humaniste classique, avec un devisant principal qui est Fabrizio Colonna et des jeunes gens qui l'interrogent pour avoir son avis sur telle ou telle question concernant l'art de la guerre. Je me permets de vous couper, le fait que ça soit des jeunes gens, c'est une chose très importante. C'est une chose capitale. C'est une chose capitale. C'est une des choses qui a donné une seconde vie à Machiavel à partir du milieu de la seconde décennie. C'est retrouver des interlocuteurs. Et à cet égard, la différence entre les lettres de dédicace des discours et du prince est extrêmement crucial. C'est-à-dire que dans les lettres des discours, il explique pourquoi là, il ne va pas s'adresser à un prince, mais à des jeunes gens, justement. Donc la question de la jeunesse, qui ne devient d'ailleurs jamais un jeunisme chez Machiavel, est tout à fait fondamentale. Mais bon, pour en revenir à ce que vous disiez sur le dialogue, il a écrit un dialogue, il a écrit un autre petit texte que certains appellent dialogue, qui n'en est pas vraiment un, mais qui est en partie un dialogue, qui est le texte sur notre langue, sa prise de position dans la question de la langue vulgaire. Mais surtout, Machiavel est quelqu'un qui pense de façon dialogique. C'est-à-dire que le prince est, à mon sens, non pas un traité politique, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais c'est un traité politique qui se présente sous forme dialogique de par son argumentation. Et de la même façon, les discours, dans une certaine mesure, ont une structure dialogique. Donc, parler de dialogue dans l'écriture machiavélienne, dans la pensée machiavélienne, cela suppose de ne pas s'arrêter au seul de ces textes qui a formellement la structure d'un dialogue. Parce que le dialogisme, en fait, imprègne l'écriture machiavélienne en général. Et là aussi, on a quand même, à mon sens, une trace de l'influence de la prédication savonarolienne entre oralité et écriture, et une trace aussi de ces fourmillements de conversations politiques qui marquaient la vie de la République menacée. Le prince, vous dites qu'il privilégie la gravité des questions, leurs enjeux, aux dépens de la présentation et de la qualité rhétorique. Oui, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est Machiavel. Machiavel le dit dans la lettre de dédicace. Et avec Jean-Claude Zancarini, ce que nous avons essayé de montrer, c'est comment ce refus proclamé d'une rhétorique, on va dire traditionnelle, débouche sur une écriture qui l'est moins,
et qui a aussi ses composantes rhétoriques, évidemment, hein, c'est-à-dire que on n'échappe jamais à la rhétorique, si je puis dire, mais qui revendique, en tout cas, le fait d'écrire différemment. Alors ça c'est quelque chose qui est très important chez Machiavel, c'est que Machiavel est intimement convaincu de prendre des chemins qui n'ont pas été battus jusqu'à présent, de prendre des chemins qui n'ont pas été empruntés par les autres. Ce qui signifie que Le Prince est un livre nouveau? Ah ben certainement, sans aucun doute. Ça, c'est à la fois, et alors, la nouveauté du Prince est extrêmement particulière parce que elle s'inscrit dans un genre constitué et parfaitement connu, hein, le genre des miroirs des princes, mais en même temps, elle le fait totalement exploser. Donc c'est un livre d'une nouveauté radicale, et une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ce texte a eu un tel succès immédiat dès qu'il a été publié, hein, dès qu'il a été édité, je veux dire, dans les années 30, c'est aussi son écriture, c'est aussi cette écriture directe, immédiate, hein, qu'on évoquait précédemment, ce choix rhétorique singulier qui a été celui de Machiavel, d'une écriture efficace, une écriture adaptée à la vérité effective de la chose, à une langue des effets, en quelque sorte. Et c'est cette langue-là qui a, pour l'essentiel, fait son succès, tout simplement parce que, et tout bêtement, parce qu'elle a surpris les lecteurs. Machiavel a surpris ses premiers lecteurs, en Italie et au-delà de l'Italie. Très rapidement, l'écriture machiavélienne a frappé ses lecteurs bien avant que la question de la moralité ou de l'immoralité de Machiavel se pose. C'est une question qui arrive dans un second temps, au-delà du milieu du XVIe siècle, dans les temps tridentins, si je puis dire, dans les temps de mise à l'index, mais qui n'est pas première dans la première réception. La réception initiale, si vous voulez, de Machiavel au-delà des Alpes, notamment en France, hein, dans les années, on va dire, 30-40 du XVIe siècle. Est-ce qu'il y a une science politique? Est-ce qu'il y a une démarche scientifique? Là, ce sont deux choses différentes. Donc, si je peux me permettre. Non, il n'y a pas de science politique. Il n'y a pas de science politique. Machiavel ne croit pas en une science politique. Démarche scientifique, c'est plus compliqué. Il y a en tout cas une tentative de construction d'une rationalité politique très claire chez Machiavel, mais j'ai envie de dire que Machiavel échappe toujours à lui-même. Vous savez, on dit toujours que Machiavel est quelqu'un qui a une pensée binaire. La réalité, c'est A ou B. Si c'est A, c'est A' ou A seconde. Si c'est A', c'est A tierce ou B tierce, etc. Avec une sorte d'arborescence un petit peu à la Ramus, et qui serait d'ordre effectivement pré-scientifique, si je puis dire. Alors, oui et non. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire chez Machiavel, c'est que il vous dit, bon voilà, la situation c'est A ou B. Et puis, quelques pages plus loin, vous dit, oui, non, mais il y a peut-être C aussi, hein. Ouais. Pensez tout bêtement déjà au chapitre 3 du Prince. Chapitre 3 du Prince, après qu'il nous ait dit de façon extrêmement concise, dans un texte qui est une sorte de merveille de condensation, une sorte de merveille de condensation qui est le chapitre 1, dès le chapitre 3, qui lui est au contraire un des chapitres les plus longs du texte, qu'est-ce qu'il va faire? Grâce au personnage de Louis XII, il va nous dire qu'en fait il existe des principautés mixtes. Et que même le même prince, par exemple Louis XII, peut être un prince nouveau quand il est à Milan, et un prince ancien, si je puis dire, quand il est à Blois, à Tours ou à Paris. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que lui-même, en gros, remet en cause une partie de ce qu'il a dit en inventant une progression de sa pensée qui la complexifie au regard de la réalité historico-politique de son temps. Donc, on est, si vous voulez, dans une logique de work in progress permanente dans l'écriture machiavélienne et dans la pensée machiavélienne. Ce qui fait qu'on ne peut jamais s'en tenir, et c'est tout le problème des gens qui travaillent sur Machiavel à partir d'une sorte de puzzle de citations arrachées à leur contexte textuel, c'est qu'on ne peut s'en tenir à un puzzle de citations. Il faut mettre en scène la syntaxe complexe de cette pensée qui est très souvent imprévisible. Et qui est imprévisible parce que la réalité est imprévisible. Alors peut-être une dernière question, Jean-Louis Fournel. Nous avons parlé de l'ironie et de la place de l'ironie dans la noirceur du monde, face précisément à cette noirceur du monde.
nous l'avons un peu effleuré tout à l'heure, il y a la poésie. Machiavel est là où on ne l'attend pas, dans ses vers. Oui, dans ses vers, dans ses lettres familiales, où il montre une présence de père aimant auprès de ses enfants, et puis dans sa capacité à mettre ensemble ces divers pans de son existence. Rappelons-nous cette lettre absolument extraordinaire que Guy Chardin écrit à propos d'une des missions de Machiavel en Romagne, quand il va essayer, dans les années qui suivent le désastre de Pavie, de reconstituer une milice populaire en Romagne pour défendre les États pontificaux. Ça ne marche pas. Et Guy Chardin écrit à un moment donné que voilà, Machiavel a arrêté cette tentative parce que ça ne marchait pas, mais qu'il aura toujours l'occasion de rire des erreurs des hommes. Il lui restera cela, pas comme quelque chose qui est une alternative ou un substitut à l'échec de la pensée ou de l'action, mais comme une composante de cette action même, hein. Storico, comico et tragico. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Louis Fournel. Vous avez donc écrit avec Jean-Claude Zancarini, Machiavel, Une vie en guerre, paru chez Passé Composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube afin de découvrir plus de 750 podcasts. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.